The prosecution is only part of the international toolbox available for addressing this crisis. We have 4 speakers who will talk about other means of addressing iconoclasm. Roger O'Keefe, who will speak first from the University College London. Artemis Papathanassiou from the Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Aaron Thompson from John Jay College of Criminal Justice at the City University of New York, and Shermous Ali from the University of Strasbourg, who will talk about the protection of property in the context of Syria. Thank you. Donc je tiens à remercier la mairie de Florence, l'association des Amis de Florence et l'Université de New York pour avoir m'invité à cette conférence très importante. Ma présentation ce sera concernée à la situation actuelle du patrimoine archéologique syrien, pendant laquelle je vais présenter les menaces, les dangers, et puis les actions et les méthodes de documentation, l'objectif de ce travail et à la fin quelques propositions. Le patrimoine syrien reflète la place particulière de ce territoire dans l'espace et dans l'histoire, celle d'un carrefour entre 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le pays est une zone de rencontre, d'échange et de création de plusieurs civilisations dès la période de préhistoire jusqu'à la fin de l'époque ottomane. Là, ici en bas, par exemple, c'est une carte qui montre la région de Jaziré syrienne au nord-est du pays, où il y a plus de 5000 sites de différentes périodes, dont la partie inférieure ici, ça c'est mon village, c'est une ville de 3e millénaire encerclée par un rempart et qui était aussi victime malheureusement récemment. Pourtant, les conséquences dramatiques que la Syrie connaît depuis mi-mars 2011 ont créé le chaos le plus dévastateur de son histoire. Ce symbole éclatant du passé qui reflète parfaitement notre identité humaine subit un nettoyage patrimonial dans tout le pays. Car depuis plus de 5 ans, il fait l'objet de bombardements, l'objet de désastres, de destruction, de pillage, de commerce, de saccage et de toutes sortes de démolitions et de désastres matériels et moraux pratiqués par tous les acteurs militaires présents actuellement sur le territoire syrien et que l'on peut qualifier même à un génocide culturel. À partir de 2012, comme j'ai dit, le patrimoine archéologique syrien se trouve piégé entre les bombardements, les combats, l'utilisation systématique des bulldozers, le dynamitage et aussi le trafic de pillage et les fouilles clandestines. Ici, c'est quelques exemples qui montrent les cas de quelques musées qui ont été bombardés. Là, c'est le musée de Marat Naman, par exemple, où se trouve la plus grande collection de mosaïques au Proche-Orient. Donc, il a subi un baril et plusieurs parties ont été détruites et plusieurs panneaux ont été perdus. Le musée de Raqqa aussi, avant et après la destruction, on voit son état actuel. Concernant le site archéologique, là, par exemple, c'est sur le site d'Apamé que tout à l'heure ma collègue avait montré une image satellite. Ici, on voit un checkpoint de l'armée syrienne avec des chars et des bermes en terre, alors que les pilleurs, ils pillent le site pendant la journée toute autour du site. Donc, on voit sur différentes places sans que ces soldats interviennent pour la protection du site. Ces exemples que je les montre en fait pour vous dire que tous les acteurs sont impliqués d'une manière ou d'autre et que la protection du patrimoine archéologique n'est pas dans leur priorité, sauf dans les cas pour l'utiliser pour la propagande, pas plus. Alors les sources d'information.
Il y a actuellement plus de 40 projets nationaux et internationaux en faveur du patrimoine archéologique syrien. Une des premières catégories, donc, ce sont les organisations internationales, l'UNESCO, ICOROM et bien d'autres, qui organisent essentiellement des stages de formation à Beyrouth. Et ces stages se sont toujours seulement adressés aux fonctionnaires de la DGAM, alors qu'il y a des ONG que je vais développer leur action tout à l'heure, qui n'ont jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans, n'ont reçu aucun soutien par ces organisations internationales. Pourtant, leur travail est très important, que je vais le montrer tout à l'heure. Donc, l'autre catégorie, c'est aussi Assor Intar ou PEN, là, qui fournit des images satellites. Souvent, parfois, ils ont besoin d'être vérifiés par des indices ou des personnes sur place. Et puis, donc, il y a la Direction générale des antiquités et des musées qui travaille sur une partie des territoires syriens, l'Association pour la protection d'archéologie syrienne que je préside, qui travaille aussi dans certaines zones, notamment qui ne sont pas accessibles par la DGAM. Pour les provinces, les gouvernorats, il y a quelques aussi groupes et centres régionaux qui travaillent dans ce domaine. Voici quelques actions qu'ils ont eues en Syrie, que ce soit à Alep, à Idlib, Bousra ou Hasakeh. Pour Alep, pendant plus d'1 an, il y avait 2 associations qui ont mené des travaux très importants de sauvetage et d'évacuation des objets. Malheureusement, au bout d'1 an et demi, comme ils n'ont pas soutenu par les organisations concernées, il était obligé d'arrêter leur travail. Pour ce qui concerne le travail de l'association APSA, donc première chose, donc c'est d'organiser des trainings, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, aucun stage de formation n'a été adressé aux gens qui se trouvent dans les zones non contrôlées par le régime et là où il y a plus de destructions et des pillages, notamment la région d'Idlib, la région de Halab, de Hasakeh, Deir ez-Zor, Raqqa, Palmyre avant. Ensuite, la documentation et l'archivage des dommages, et puis la préservation, le sauvetage et l'identification des criminels, que je vais le montrer. Donc là, ici, c'est un des trainings que nous avons organisé à Gaziantep pour les personnes qui s'occupent de la documentation en Syrie. Notre association est composée de 2 parties, donc une partie de l'équipe qui se trouve en Syrie même, dans plusieurs gouvernorats. C'est eux qui documentent les dégâts, quel que soit le responsable. Et les dégâts, c'est-à-dire les monuments qui ont été endommagés par des bombardements ou par le dynamitage ou par bulldozer, le pillage des musées, l'occupation des lieux stratégiques, que ce soit des sites ou des monuments ou des musées, et ensuite les objets trafiqués ou pillés de musées ou des sites archéologiques. Donc on collecte aussi la documentation visuelle parce que c'est les seules indications qui peuvent justifier leur origine, c'est-à-dire la Syrie, quand ils vont apparaître sur le marché du travail. Cette documentation, c'est quoi l'objectif et comment on le publie? Donc, je vais résumer. On le publie selon 3 méthodes, sur les réseaux sociaux et sur le site web d'APSA, donc classifié selon chaque province et région. 2 autres méthodes de documentation avec un logiciel de FileMaker. Là, ce n'est pas adressé au public, mais plutôt à la communauté scientifique. Donc, on ne le publie pas, on le communique seulement à des experts. L'une concerne la documentation donc détaillée des sites, l'autre c'est tout ce qui concerne les objets pillés en Syrie qu'on le garde comme base de données. On fait aussi les mises à jour des listings des musées, des monuments ou des sites qui ont été endommagés, qui sont publiés par exemple, la Direction générale des antiquités et des musées, et on réactive donc ces listings.
Ensuite, l'objectif de cette documentation, bien sûr, c'est de mettre à jour les biens endommagés et suivre les résultats de toute action de conservation en Syrie, sensibilisation du public en Syrie et en dehors de Syrie pour préserver le patrimoine, alerter le public, les membres de communautés scientifiques internationaux et les organisations comme l'Interpol, l'UNESCO ou d'autres pour prendre des mesures pour protéger ces biens culturels en utilisant les réseaux sociaux et puis la presse pour faire connaître la situation, rédiger des rapports et puis prévoir des projets de sauvetage. Là, par exemple, ici, je vous montre la situation pour le Matbakh al-Ajami, c'est des bâtiments à Alep pendant différentes dates, donc de montrer l'évolution des dommages. À quoi ça sert aussi cette documentation faite sur place, parce que c'est une des seules sources qui peut justifier, qui peut nous aider pour évaluer les dommages. Par exemple, les images satellites, parfois, ce sont les données où les indications sont erronées. Ici, par exemple, ils l'ont analysé en tant que des tentes, alors qu'en réalité, ce sont des stockages de blé. C'était donc l'autre objectif, c'était pour sensibiliser le public afin de nous aider de ramener des projets de protection, de alerter des organisations sur ce qui se passe actuellement dans différentes zones et puis d'identifier les criminels. Et là, cette partie aussi, c'est une partie qu'on le travaille mais qu'on ne le publie pas, en espérant qu'un jour, ces personnes que nous avons par exemple ici, que nous avons pu les identifier, qu'on puisse, et il y a d'autres bien sûr, qu'on puisse présenter ces dossiers en tribunal, et notamment pour le dossier de Palmyre qui est si compliqué, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas été publiées. La majorité du public, normalement, il sait que c'est Daesh qui a détruit Palmyre. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas seulement Daesh, Daesh n'est pas le seul acteur qui a détruit. Palmyre, jusqu'à maintenant, a connu 3 phases de destruction. Et là, c'est l'importance de notre travail de documentation. Comme vous le voyez ici, il y a 3. Donc, la première, c'était par l'armée syrienne. La deuxième, c'était par Daesh. La troisième, c'est par l'armée syrienne et l'État russe. Donc, le musée, ici, par exemple, on voit, il a subi un missile dans le toit. Ça, c'était par un avion et ce n'était pas Daesh. Ici, c'était par des bombardements aussi par le régime syrien. Donc, un panneau très important a été disparu. Et là, bien sûr, ici, c'est Daesh. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de donner des images satellites. Sans des personnes sur place, en fait, on ne peut pas savoir le niveau de dégâts. Et là, on n'en parle pas souvent, alors que les bulldozers de l'armée de régime, pendant la première phase de destruction, tous les vestiges architecturaux et d'autres ont été complètement rasés, comme les images les montrent ici. Donc, pour résumer, là, c'est un chapitre de l'histoire de Palmyre que nous l'avons perdu pour toujours, et une masse d'informations très importante qui a été perdue et non fouillée par les archéologues, malheureusement. Ces destructions sont si importantes et ce sont l'équivalent, si ce n'est pas plus important, que la destruction de 2 temples qui ont été dynamités par le groupe terroriste de Daesh. Là aussi, je vous montre quelques dégâts pendant la première phase de destruction. La deuxième phase, bien sûr, la majorité d'entre vous, j'ai presque terminé. La majorité d'entre vous, il les connaît, la destruction de 2 temples, plus l'Arc de Triomphe et l'assassinat de M. Khaled al-Assad. Pendant la troisième phase de destruction, donc le musée de Palmyre lui-même a été donc bombardé par les avions, malheureusement. La citadelle, donc certaines parties ont été gravement endommagées à cause des bombardements d'avions russes et syriens au mois de mars. Et puis la construction d'une base militaire sur un secteur archéologique, alors que là, il n'y a pas une nécessité militaire de construction de cette base ici, qu'il pouvait juste l'éloigner 500 mètres pour protéger le site. Malheureusement, là aussi, c'est des destructions qui sont faites actuellement. La Syrie, en tant qu'État, aujourd'hui, elle est défragmentée.
Et pour réagir, nos actions, il faut que ça soit adressé à tout le monde. La zone rouge est donc accessible par la Direction générale des entités des musées. Les zones vertes sont accessibles par APSA. La zone grise qui est contrôlée par Daesh n'est pas accessible ni par nous ni par d'autres. Alors la question qui se pose, c'est face à ces désastres et des destructions, le patrimoine syrien subit depuis 2011, comme nous l'avons montré, des catastrophes et nous devrons agir avec énergie pour mettre un terme à ces actes qualifiés de nettoyage patrimonial et surtout de travailler activement pour mener une action commune contre ces catastrophes et ces destructions. Dans ce cadre, donc, APSA elle propose plusieurs idées afin de trouver, et là c'est un des projets par exemple qu'on essaye, pour résumer le fruit de cette documentation, il a deux aspects, patrimonial et scientifique. Là c'est le site de Tel Ajaja. Donc, il y a des objets qui ont été pillés, ensuite vandalisés. Le site a subi des destructions massives. Nous, on fait des documentations détaillées dans l'espoir de préparer un micro-projet de réhabilitation de sites, d'une nouvelle étude scientifique, mais malheureusement, là, on n'a pas trop les moyens, comme on a dit tout à l'heure. Il y avait des associations qui ont arrêté leur activité à cause de l'absence de soutien. APSA elle-même, elle avait en 2012 de 40 à 50 membres en Syrie qui documentaient, alors qu'aujourd'hui il y a plus que 20 malheureusement, parce que c'est un travail tellement bénévole, si important, mais on ne sait pas jusqu'à quel moment on peut continuer. C'était pourquoi ces photos caricatures, c'est en fait pour vous dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des catastrophes et on ne savait pas. Mais actuellement, à partir de 2010, on sait jour par jour tout ce qui se passe. Et là, notre devoir, là maintenant, on doit tous travailler ensemble avec tous les organisations, les personnes, les comités de recherche en faveur de ce patrimoine, parce que c'est notre devoir pour le protéger pour les futures générations. Et ce n'est pas seulement un patrimoine qui appartient à une telle population, mais à nous tous. Merci.